Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Suite au message du roi Mohamed VI, adressé à son homologue du Kenya, William Ruto, au lendemain de son investiture, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita. La République du Kenya a décidé de révoquer la reconnaissance de la pseudo-race par respect du principe d'intégrité territoriale et de non-ingérence. Le Kenya apporte son soutien total au plan d'autonomie sérieux et crédible proposé par le Royaume du Maroc en tant que solution unique basée sur l'intégrité territoriale du Maroc. Si j'ai cru bon de vous parler aujourd'hui de cet événement important, c'est parce qu'il revêt un caractère particulier dans le processus du déclin politico-diplomatique de l'Algérie sur la question du Sahara, à la faveur d'un cheval de bois boiteux sur lequel elle a parié, après l'avoir adopté et entretenu à tout prix contre l'unité territoriale d'un pays voisin, le Maroc. En effet, le retrait du Kenya de sa reconnaissance de la pseudo-République arabe sahraoui n'est pas comme les autres retraits l'ayant précédé, et ce, à plusieurs titres. Premièrement, parce que le Kenya est l'un des États et pays africains les plus pesants économiquement et politiquement et les plus respectés au sein de la communauté internationale. Deuxièmement, c'est à Nairobi, capitale du Kenya, que le Maroc, par la voix de son souverain feu Hassan II, avait proposé le 26 juin 1981, lors du sommet de l'OUA, l'organisation d'un référendum contrôlé au Sahara marocain, ex-Sahara espagnol, pour mettre fin au conflit l'opposant à l'Algérie à travers le Polisario. Troisièmement, le Kenya est aujourd'hui membre non permanent du Conseil de sécurité et ce statut lui permet d'exercer un rôle important dans l'évolution de la question du Sahara vers une solution politique avec les parties concernées ou intéressées désignées par le dit Conseil. Quatrièmement, le rayonnement diplomatique international du Kenya ne cesse de se développer depuis les années 80 en tant qu'État moderne émergent, gagnant davantage la confiance et l'estime de la communauté internationale, tout en s'imposant sagement mais fermement face aux puissances économiques mondiales, à commencer par la Chine. Signalons à ce propos que c'est à Nairobi, au Kenya, où s'est tenu le deuxième sommet international et décennal de la Terre, le premier en son genre en terre d'Afrique. Le premier sommet s'était tenu à Stockholm, capitale de la Suède, en 1972. Le troisième sommet, vous savez où il se tint, c'est-à-dire à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1992, où l'actuel roi, Sa Majesté Mohamed VI, à l'époque prince héritier, y avait représenté son feu père, Sa Majesté Hassan II. Le Kenya avait ainsi été choisi par la communauté internationale pour abriter une réunion des dirigeants de la planète sous l'égide des Nations Unies, en vue de discuter des problèmes de l'environnement et des questions écologiques. À noter que l'idée des sommets de la COP sur les changements climatiques qui se tiennent annuellement a d'ailleurs découlé du sommet de la Terre de Rio. Et l'on se souvient que la COP 22 s'est tenue à Marrakech, que le Kenya a su se hisser au niveau de la Suède pour organiser avec succès la même conférence internationale comme elle, signifie que ce pays pèse au niveau international depuis les années 80, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas pour l'Algérie. Cinquièmement, le Kenya appartient à la grande région des pays de l'Est de l'Afrique, mais également, en même temps, et par extension, appartient-il à l'Afrique australe, donc la corne de l'Afrique, tout en faisant partie du marché commun de l'Afrique de l'Est et du Sud, la COMESA. Sixièmement, parce que le Kenya, différemment de certains pays africains résistants ou hésitants à l'égard du changement, s'est engagé progressivement mais résolument dans la voie de l'état de droit depuis notamment le début du troisième millénaire. D'ailleurs, sur ce point précis, le message royal adressé à William Ruto salue, je cite, notamment l'achèvement réussi des élections démocratiques dans le pays en août 2022, soulignant que ces échéances consolide la position du Kenya en tant que pays phare en matière de démocratie au niveau du continent. Fin de citation. Septièmement, parce que la décision du nouveau président kényan marque une étape significative dans l'évolution de la question du Sahara en termes de retrait et de reconnaissance qui influera certainement sur le processus, notamment au niveau africain. L'initiative décisive du président nigérian William Ruto et son importance au plan géopolitique, géostratégique et géoéconomique, compte tenu de l'importance même du Kenya
dont nous venons d'évoquer les 7 facteurs essentiels, cela nous invite à une analyse rétrospective, succincte, de l'évolution de la question du Sahara marocain, en nous limitant au domaine des reconnaissances et retraits de reconnaissance de la fantomatique République arabe sahraoui démocratique, dont l'acronyme est RASD, tout en rappelant la performance diplomatique du Maroc au niveau des consulats ouverts au Sahara et la dérobade de l'Algérie vis-à-vis du dernier et seul format de négociation initié par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Kohler, dès juin 2018, pour la première fois, et dont la deuxième session s'est déroulée en mars 2019, toujours à Genève. Au départ, en juillet 1980, lors du sommet de l'OUA de Freetown, 23 États reconnaissent la RASD. Les 23 reconnaissances africaines étaient les suivantes, par ordre chronologique: Madagascar, Burundi, Algérie, Bénin, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Togo, Rwanda, îles Seychelles, Congo, Sao Tomé et Principe, Tanzanie, Éthiopie, Cap-Vert, Ghana, Ouganda, Lesotho, Zambie, Sierra Leone, Jamaïrie arabe libyenne, Botswana, Swaziland. En juin 1981, un groupe de 26 pays au sommet de Nairobi avait reconnu la RASD, voire le monde du 27 juin 1981. 9 ans plus tard, à la fin des années 80, 74 États dans le monde reconnaissaient la RASD, surtout après que celle-ci, sous la domination réelle de l'Algérie, à sa faveur comme en sa faveur, favorisa l'entrée contestée à l'OUA de la RASD par la décision unilatérale et arbitraire de son secrétaire général Edem Kodjo. L'on s'en souvient, c'était en février 1982. À la fin des années 90, le nombre de reconnaissances de la RASD passait à 85 reconnaissances. 13 ans plus tard, précisément en février 2013, seuls 32 États ne reconnaissaient plus la RASD parmi les 85 États précités. Décembre 2020, 46 pays reconnaissent la RASD. Aujourd'hui, enfin, mercredi 14 septembre, avec le retrait du Kenya de sa reconnaissance du Polisario et de la RASD, seuls 33 États reconnaissent la RASD. La décision du Kenya vient confirmer la courbe descendante du nombre d'États qui soutenaient politiquement et diplomatiquement la RASD en réduisant sensiblement leur soutien au niveau de la reconnaissance internationale. Ainsi, le nombre des pays qui reconnaissent l'entité sahraoui ne cesse de fondre au fil des jours. Mais ce qu'il convient de souligner, parallèlement à cette série de retraits et de reconnaissance en cascade de la RASD, c'est qu'il y a un processus onusien qui a été instauré et défini par le Conseil de sécurité lui-même, revalidé et confirmé par la résolution 2602 du 29 octobre 2021, qui consacre un cadre de négociation, à savoir la table ronde, déterminant le nombre des entités concernées devant participer directement au dialogue, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, qui réaffirme que le projet marocain d'autonomie interne, déposé, rappelons-le, depuis le 11 avril 2007 au Conseil de sécurité, et qui, depuis lors, soit durant 15 ans consécutifs, est continuellement réaffirmé comme étant une initiative crédible, sérieuse et réaliste. Du reste, le soutien politique et l'appui diplomatique de la majorité écrasante de la communauté internationale, cristallisé essentiellement par la reconnaissance des États-Unis d'Amérique le 10 décembre 2020, de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, est fondamental dans l'évolution de la question du Sahara marocain. Qu'aujourd'hui même, la ville de Dakhla, chef-lieu de la région du Rio de Oro, soit le cœur du Sahara marocain du ex-Sahara espagnol, a signé un accord de jumelage avec la municipalité américaine Great Neck, dans l'État de New York. Et cet accord de jumelage est très important parce que son but est de renforcer les relations bilatérales de coopération dans les domaines économiques, culturels et touristiques, s'inscrivant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et les États-Unis.
S'agissant de ce que l'on appelle communément la diplomatie marocaine des consulats, confirmant davantage la marocanité du Sahara, jusqu'au début septembre 2022, soit depuis 2 semaines, un nombre total de 27 consulats ont été ouverts au Sahara marocain, à savoir 15 consulats généraux à Dakhla et 12 à Laayoune. À cette dynamique irréversible des reconnaissances de la marocanité du Sahara, ajoute la position de l'Allemagne, considérant le projet d'autonomie marocain comme la seule solution. S'y ajoute également, comme nous le savons tous, la position de l'Espagne dans le même sens. En réalité, la diplomatie marocaine a tenu, spécialement depuis le retour du Maroc à l'Afrique institutionnelle au sein de l'Union africaine en janvier 2017, à redynamiser ses relations de coopération avec le maximum de pays du continent, y compris ceux n'ayant pas encore retiré leur reconnaissance de la RASD, comme le Nigeria par exemple, notamment avec le célèbre projet gazoduc dont tout le monde parle aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs à la veille de la conclusion de l'accord concernant ce projet que la décision de révocation de la reconnaissance kenyane à la RASD a été prise. En effet, un mémorandum vient d'être signé à Rabat, jeudi 15 septembre 2022, entre le Maroc, le Nigeria et la CEDEAO en vue de la construction du gazoduc qui reliera les deux pays en passant par 13 États d'Afrique de l'Ouest. Ce projet sera financé par Rabat et Abuja. Ce gazoduc est décrit comme l'un des plus longs au monde. Étendu sur 5600 km, l'infrastructure énergétique longera la côte ouest africaine depuis le Nigeria en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc. Une connexion au gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen permettra non seulement une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe, mais aussi d'alimenter les États enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance de complaisance ni théorique sans lendemain, mais plutôt consciente et lucide, réaliste et salvatrice. Par ailleurs, les deux pays se sont engagés à hisser leurs relations diplomatiques bilatérales au niveau de partenariats stratégiques dans les 6 prochains mois, souligne le communiqué, ajoutant que la République du Kenya s'est engagée à ouvrir son ambassade à Rabat. Fin de citation. Voilà bien des choses concrètes qui donneront de la révocation kenyane de la reconnaissance du Polisario un sens, un contenu, la poursuite d'objectifs précis dans un esprit pragmatique et efficace qui consolidera davantage et protégera la reconnaissance du Kenya de la marocanité du Sahara dit occidental. Et maintenant, tentons de répondre à 2 questions principales pour conclure. Premièrement, pourquoi le nouveau président kényan, William Ruto, a-t-il décidé de retirer la reconnaissance de son pays à la RASD, contrairement à son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, dont il était pourtant non seulement l'adjoint, mais le colistier également, et qui non seulement reconnaissait cette fantomatique république, mais la soutenait politiquement et diplomatiquement? Réponse: parce qu'il savait parfaitement que la prétendue République arabe sahraoui démocratique ne réunit pas les conditions juridiques d'un État, en sachant autant les véritables raisons de sa création. Car selon le desk journal électronique marocain, M. William Ruto, quand il était vice-président, aurait déclaré à l'ambassadeur marocain, M. El Mortar Rambou, le conflit du Sahara n'est qu'une excuse pour permettre à l'Algérie de continuer à dilapider les richesses de son peuple sur des causes perdues, ajoutant que, je cite, « la création d'un État séparatiste au sud du Maroc n'est qu'un fantasme nourri par ceux qui n'aiment ni la paix, ni l'unité, ni la prospérité pour les pays africains. » Fin de citation. La deuxième question est la suivante. Mais puisque William Ruto était si convaincu du caractère fictif et fantoche de la RASD, ainsi que sa nuisibilité à l'Afrique, pourquoi ne l'avait-il pas manifesté alors qu'il en avait le pouvoir et la faculté, quitte à démissionner de son poste de vice-président? Réponse: en politique,
Quand on veut gouverner un pays dans la sagesse d'un pragmatisme éthique ou d'une réelle politique non immorale, on choisit toujours l'instant psychologique, le temps voulu et le moment propice pour prendre une décision qui engage l'État au présent et au futur en tirant des leçons du passé. Et c'est par la conviction de son esprit et non la passion de son cœur qu'on doit le faire, en tenant compte des avantages réels qui en découleront pour les citoyens, c'est-à-dire l'intérêt général, l'intérêt national, et non les profits personnels ou partisans des gouvernants. Et je pense que c'est par application à cette règle politique salvatrice de gouvernance que le nouveau président kényan a fini par concrétiser sans délai sa vision et sa position sur un conflit artificiel dont il savait bien les causes et les objectifs véritables bien avant son investiture quand il était vice-président. Une fonction qui ne lui permettait pas, par réalisme salutaire aurait-il pensé, de s'opposer publiquement et officiellement à son patron, son prédécesseur sur la question du Sahara. Il estimait, d'après les renseignements dont nous disposons, qu'une telle opposition dans la conjoncture de l'époque causerait plus de mal que de bien à l'État kényan en matière de politique intérieure, sans contribuer rationnellement à une solution politique de la question du Sahara marocain. Parmi les grandes erreurs que puisse commettre un dirigeant peu clairvoyant, celle de croire pouvoir répéter le même acte critiquable, voire condamnable, avec n'importe qui. Ainsi, galvanisé de son dernier exploit par lequel le président tunisien Kais Saïd, la mort dans l'âme dirait-on, accepta de recevoir solennellement le pantin algérien Ben Battouche, ex-Brahim Ghali, Chengreha Tebboune et les autres, croyait pouvoir rééditer la même scène ou la même mascarade diplomatique avec le nouveau président kényan. Par suite, et sans prendre la peine de réfléchir au préalable, pour distinguer le chef d'État kényan de son homologue tunisien, Abdelmajid Tebboune fit embarquer Ben Battouche dans son propre avion présidentiel à destination de Nairobi, ignorant que cette capitale d'aujourd'hui est aussi différente de celle de la Tunisie que le sont les deux hommes qui dirigent leurs pays respectifs à la tête de deux systèmes de gouvernement autant dissemblables, deux chefs d'État incomparables. D'une part, nous nous trouvons devant un Tunisien contesté par une bonne partie de son peuple après avoir accompli un coup d'État constitutionnel, se dotant d'un pouvoir personnel ou se transformant de fait en dictateur, comme estiment beaucoup d'observateurs. D'autre part, assistons-nous à un Kényan plébiscité au grand jour par son peuple, à travers un scrutin transparent, salué par une communauté internationale. Au final, le nouveau président kényan, d'une pierre, celle de son investiture, a réalisé deux coups de maître. Le premier, en retirant la reconnaissance de son pays à la pseudo-république sahraoui de Tindouf. Le second, en reconnaissant la marocanité du Sahara avec des engagements d'une coopération prometteuse telle que nous l'avons signalé. En d'autres termes, c'est à la fois le plus grand coup asséné au Polisario et la plus grande gifle appliquée à l'Algérie. La décision réaliste et courageuse de William Ruto est riche d'enseignements dont les dirigeants algériens devraient profiter pour réduire les frais économiques de leur mauvaise politique sur la question du Sahara marocain en abrégeant le temps d'endurance de leur peuple. À bon entendeur, salut! À la prochaine vidéo si Dieu le veut, je l'espère.